Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 257. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Notre société est ainsi faite, on en veut toujours plus. Plus de notoriété, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus, c'est la fameuse croissance. Sauf que par définition, si on en veut plus, c'est qu'on n'arrive pas justement à en avoir plus. Alors, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher l'étape d'après? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour avoir de la croissance? C'est ce que je vous propose de décortiquer dans l'épisode d'aujourd'hui avec mon invité Mathis Covert. J'ai rencontré Mathis il y a quelques mois. J'étais en train de construire ma formation stratégie emailing et Mathis m'a spontanément proposé de tourner un bonus à offrir aux participants de ma formation. Alors évidemment, il est malin, Mathis, ça lui donne de la visibilité sur une cible qualifiée, mais ce qui m'a plu chez Mathis, c'est sa capacité à aller chercher la croissance. Mathis, il n'est pas du genre à attendre que ça se passe, il agit. Vous allez voir que son histoire n'est pas banale et surtout qu'il a cette capacité à comprendre les mécanismes de vente et les tourner à son avantage. Installez-vous confortablement et soyez attentifs parce que cet épisode est bourré d'infos. Mathis aborde tellement de points à valider que j'ai décidé d'en faire une checklist, histoire que vous puissiez tranquillement identifier où se trouve votre prochain relais de croissance. Pour télécharger la checklist, il vous suffit, comme toujours, d'aller sur le podcast du marketing.com/cadeau 257. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Mathis Covert. Bonjour Mathis, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, la forme? Ouais, super bien. Écoute, je suis trop contente. On a un épisode aujourd'hui. On en a pas mal discuté, toi et moi, avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. On a un épisode, à mon avis, assez sympa. On prend le truc un petit peu à l'envers aujourd'hui. On discutait, puis on se disait, une des grosses questions qui revient tout le temps, pour tous les entrepreneurs, les marketeurs, les gens qui ont une boîte, tout simplement, c'est-à-dire comment je fais pour avoir de la croissance. Et là, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas de la croissance, qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui bug. Mathis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on va parler de tout ce qui fonctionne pas, en effet. Alors, pourquoi je peux vous en parler? C'est parce que, pour introduire un petit peu mon histoire, j'ai commencé comme quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien au marketing, absolument rien au commercial. Pour vous dire un petit peu l'histoire, pour rapidement faire un petit storytelling, j'ai fait un IUT en génie mécanique. Je voulais être pilote de ligne. Rien à voir avec le côté marketing, le côté business. Et je me suis lancé dans un IUT, etc. pendant 2 ans, que j'ai pas eu, et sur lequel en fait j'ai fait une croix. Si tu veux, je me suis dit, bon, moi, mon kiff, c'est de voyager. C'est parti de ça, si tu veux, à la base. Et quand je me suis posé la question, comment je peux voyager, il y avait plusieurs solutions qui se portaient à moi. La première, c'était avoir un métier qui me permettait de voyager, en l'occurrence pilote à l'époque. Ou alors, mais ça, j'en avais encore aucune idée, c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat. Toujours est-il que pour être pilote à l'époque, il fallait que j'aille de l'argent, parce que ça coûtait assez cher. Donc j'ai décidé de travailler à l'usine, dans le bâtiment, maçonnerie, etc. en France à ce moment-là. Puis est arrivée la vague du Covid, qui a touché beaucoup de monde, mais moi plutôt positivement, tu vois. Bon, évidemment, dans certaines mesures, mais positivement dans le sens où j'ai rénové un van, un vieux combi de 89 pour les connaisseurs. Je suis parti avec, initialement en Italie, et puis finalement, avec le pote Tom avec qui j'étais parti, on s'est retrouvé à faire 11 heures de route jusqu'à la Suisse, et à faire une halte en Suisse. Et une fois qu'on est arrivé en Suisse, on s'est dit, bon, écoute, on va rester quelques temps ici, et puis voir ce qui se passe. Finalement, je suis resté là-bas pendant 1 an, alors que c'était pas prévu du tout. Et c'est au cours de cette expérience que j'ai été du coup maçon, j'ai été couvreur, etc. Et j'ai pu voyager. J'ai eu les premières bribes, si tu veux, du côté voyage, mais j'étais pas encore 100%, comme on l'entend sur les réseaux, libre, indépendant, financièrement, géographiquement, etc. Et je me suis dit, bon, comment je peux faire pour continuer de voyager comme je le fais, mais potentiellement déjà pas depuis la Suisse ou la France ou l'Europe de manière générale, mais potentiellement encore plus loin, et continuer à faire ça où je veux, quand je veux, sans forcément avoir de directive au-dessus de moi. En plus, je faisais un métier qui était pas facile, j'étais maçon,
je bossais 10 heures par jour. Et j'avais un petit frère, du coup, enfin, que j'ai toujours, heureusement, je touche du bois, qui lui était déjà dans l'entrepreneuriat et à qui j'ai posé la question suivante, c'était: «Mec», parce que c'est mon frère, «comment je peux faire pour voyager, tout en, gagnant un minimum d'argent pour me permettre de voyager?» Donc lui, pour l'histoire, il avait 18 ans, il était à Bali, il gagnait un peu d'argent. Je dis: «Mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'en ai 21, je suis, en Suisse, je trime comme un fou» et lui, il a 18 ans, il est à Bali, il fait du business. Je dis: «Écoute, l'ego du grand frère, tu me donnes aucune stratégie, tu me dis rien, je vais me débrouiller tout seul, mais donne-moi un tips pour que je puisse me lancer». Et c'est de là que j'ai découvert un des nombreux métiers d'entrepreneuriat qui est, bah, le métier de commercial qu'on appelle communément, setter, closer et cetera, qui consiste en fait à appeler des prospects qui ont, bah, on est dans un podcast de marketing, je peux utiliser quelques termes techniques, qui ont opt-in sur une page de vente, donc qui sont rentrés dans un tunnel de vente si tu veux, qui ont montré de l'intérêt pour, ce que proposait une entreprise. Et mon job à moi, c'était de les contacter, de leur poser la question de savoir pourquoi ils étaient intéressés par rapport à ce qu'on fait, et de programmer un rendez-vous avec un commercial. Donc ça, c'était mon premier taf, que je faisais en Suisse, dans mon van, 2 heures par jour, après 10 heures de maçonnerie. Waouh. Voilà, donc c'était les premiers, si tu veux, pas dans l'entrepreneuriat. Et à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai envie d'évoluer, donc boule de neige, je me suis beaucoup formé par rapport aux mecs avec qui je bossais. Je suis passé du coup de prospecteur, hein, je programmais des rendez-vous, à closer, donc commercial. Et une fois que ça a très bien marché, j'ai fait des gros chiffres d'affaires, avec plein d'humilité, mais ça a très bien marché, entre guillemets, pour moi et l'entreprise. J'aurais dit, si vous voulez me garder, je passe manager. Donc je passais manager du pôle vente. Plein d'audace à l'époque, et puis j'avais aucune peur. Au pire, mon patron m'avait dit que je pouvais revenir maçon si ça, jamais ça marchait pas. Parce que pour la petite anecdote, je lui ai dit, écoute Anthony, il s'appelait Anthony, j'ai trouvé un truc qui va potentiellement me permettre de gagner 10 000 € par mois. Alors, le patron Oui. évidemment très gentil, mais qui me prenait un peu pour un con. Et il me dit: «Bah, écoute, si ça marche pas, tu reviens, on a toujours besoin de tes bras pour bosser». Je dis: «Bah, c'est nickel». Donc j'avais, tu vois, quand je me suis lancé, j'avais aucune peur finalement, ou pas peur de perdre. Ce qui est le problème de beaucoup de personnes, hein, quand ils osent pas se lancer, pas se montrer, pas vendre et cetera, c'est qu'ils ont peur de perdre ou de passer pour un con. Moi, à l'époque, j'avais ni peur de passer pour un con, ni peur de perdre. Donc c'est ce qui m'a permis pas mal d'évoluer, rapidement. Et puis après ça a évolué, donc j'ai été manager d'un pôle vente, d'un pôle commercial, et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas créer une agence dans laquelle j'ai pas un seul client, mais j'ai plusieurs clients à qui on manage leurs pôles commerciaux». Et c'est comme ça que j'ai créé une agence de gestion commerciale où je formais à droite des commerciaux que je mettais à gauche dans une entreprise. Et du coup, je prenais des commissions plus des frais sur la formation. Et après, bon, j'ai évolué sur SF Agency, du coup, ma boîte maintenant, qui est plus une boîte de conseil où on fait encore du management pour des anciens clients, mais on s'est plus spécialisé, si tu veux, dans le développement d'agences, physiques ou digitales, qui veulent, ou d'entreprises de manière générale, qui veulent justement sortir de l'opérationnel et augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà la story globale en quelques minutes. L'histoire, la fameuse histoire. J'adore cette histoire parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Moi, je trouve que c'est des belles histoires, ça, dans le sens où tu t'es fabriqué tout seul. C'est-à-dire que t'as pas suivi le chemin classique. Le chemin classique business, c'est je fais une école de commerce et après je me lance. Et souvent, je commence par être salarié et ensuite je me lance dans l'entrepreneuriat. Et t'es la preuve que si on veut, si on est curieux, si on va chercher, on peut apprendre plein de trucs et développer plein de choses. Après, c'est beaucoup de travail, attention, hein, mais évidemment, on peut développer plein de compétences à partir du moment où on va les chercher et on met les choses en place et t'as testé plein de trucs. Tu parlais de peur, je trouve ça vachement intéressant. Effectivement, le fait de rien avoir à perdre, bah, au moins ça te libère de ce truc-là et ça te permet de tester plein de choses. Ce qui fait que maintenant, en quelques années, assez rapidement, tu te retrouves à la tête de ton agence avec des produits de conseil et tu as vu surtout toutes les différentes étapes qui t'ont permis de monter sur de la croissance. Et aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on va parler, c'est de se dire, ok, on cherche tous à avoir plus de croissance, hein, c'est quand même à peu près logique, voire à avoir de la croissance, parce que on est quand même nombreux à avoir des chiffres d'affaires flat, surtout les 2 dernières années ont été quand même assez, voire les 5 dernières années ont été quand même un peu rudes. Donc on est nombreux à être soit en déclin, soit flat, soit une croissance qui est pas suffisante. La grande question à 10 000 balles, c'est comment je fais, moi, Mathis, pour aller chercher de la croissance. Et alors, quand j'en ai discuté avec toi, j'ai beaucoup aimé parce que tu me dis, en fait, il y a 6 grosses raisons qui font que ta croissance, elle marche pas. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu les regarder pour qu'on puisse aller checker, en fait, et se dire, OK, on va aller regarder dans notre business ce qui se passe et est-ce que j'ai mis ce qu'il faut en place pour que je cherche la croissance. La première raison, le premier gros point à regarder, Mathis, c'est quoi? C'est une très bonne manière d'introduire la chose, c'est que beaucoup de personnes veulent la stratégie magique et que finalement, d'abord, il faut s'observer. La première chose pour moi qui est importante, c'est
Par exemple, Coca-Cola, ils n'ont pas vendu de l'eau, si tu veux. Ils ont d'abord travaillé le goût, les bulles, j'imagine, en tout cas le produit, pour que plus tard, ils puissent travailler le marketing et ensuite engager les équipes commerciales pour se développer. Et en fait, le premier modèle de croissance, moi j'ai appelé ça comme ça, le premier bullet point, entre guillemets, le pain point même, qu'on peut avoir au début, c'est le fait d'avoir d'une part une offre qui n'est pas différenciée sur son marché ou par rapport à ses concurrents, que cette offre-là ou son service ou cette formation ou son produit de manière générale manque, si tu veux, de scalabilité, c'est-à-dire que on peut le vendre une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, mais quand on arrive à plus, eh bien, on est sous l'eau, ou alors le client n'est pas satisfait parce qu'on manque, si tu veux, de professionnalisme et de satisfaction client. Le troisième point là-dedans, c'est faible adoption finalement des clients. Donc là, on parle bien des clients, hein, même pas des prospects, parce qu'il y a aussi une dimension d'attirer des prospects déjà par rapport à ça. Et le fait d'avoir une faible adoption, c'est que de manière régulière, des gens abandonnent ou ne vont pas au bout de l'accompagnement, ou ne vont pas au bout de la prestation, et que même s'ils vont au bout, ils nous recommandent pas ou ils ne prennent pas d'autres prestations chez nous. Tu vois, c'est les trois premiers points à checker dans votre boîte si vous voulez développer. Et le quatrième point, et c'est le point crucial, c'est le positionnement et la communication. De manière générale, avant de faire du marketing, avant de faire du commercial, si on ne sait même pas à nous-mêmes se pitcher notre produit ou se pitcher notre offre, c'est qu'on ne sera pas bon en marketing, qu'on ne sera pas bon en vente. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que cette notion du produit, là tu prends une notion du produit assez large évidemment, mais c'est l'offre finalement, qu'est-ce qu'on a à offrir, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on propose à nos prospects, à nos clients, à notre audience au sens large. Et effectivement, si le produit, l'offre qu'on a à proposer ne rencontre pas son marché, n'est pas bien construite, ne nous permet pas d'aller chercher de la croissance, ça va pas marcher. Et c'est ce que tu dis, si t'es pas différencié, bon bah qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Pas grand-chose. Donc, travailler sa différenciation, ça va être un élément absolument essentiel. Le point de scalabilité, est-ce que je vais pouvoir aller chercher de la croissance avec mon produit? Ça, c'est le gros problème de beaucoup d'entreprises. C'est que, alors, c'est un problème, ou en tout cas, c'est un modèle. Et ça, ce qui est intéressant, c'est dès le départ, aller le réfléchir. C'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles où, à un moment donné, on va se retrouver sur une limite. Soit une limite de temps, si vous vendez votre temps, soit une limite de production. Vous proposez un produit, vous avez une limite de production, vous n'allez pas pouvoir produire plus, vous aurez beau avoir plus de clients, ça ne marchera pas plus. Donc ça, c'est vraiment un point très important à aller regarder pour sa croissance, parce que de fait, on va peut-être avoir une croissance bloquée presque by design. Dès le départ, selon le choix de notre modèle, on va peut-être bloquer les choses. Donc ça, c'est des éléments à réfléchir vraiment dès le début. Idéalement. Après, peut-être qu'on a déjà lancé sa boîte, on peut aussi aller les réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je l'ai mentionné, hein, c'est que à l'époque, donc je vous ai raconté quand je faisais d'une part de la formation de commerciaux et de l'autre part du management de commerciaux, c'est exactement ce que j'ai rencontré comme problème. C'était le manque de scalabilité. Je manquais pas de clients, au contraire, j'en avais trop. C'est-à-dire que j'avais tous les mois une dizaine de personnes en formation pour devenir closer commercial de manière générale, commerciaux, pardon, et de l'autre côté, j'avais une dizaine de clients qui, eux, me demandaient de manager, c'est-à-dire d'écouter les appels, de suivre les KPI, les indicateurs de performance, de mettre à jour les CRM, de regarder les résultats des publicités, etc. Et en fait, j'étais et à droite et à gauche, j'avais 10 personnes sans compter les personnes de mon équipe. Donc je me suis retrouvé à un moment avec 30 personnes à manager, moi tout seul, 22 ans, avec un an de business, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et c'était ça le premier challenge, et c'est pour ça que, pour moi, c'est la première étape à vérifier, parce que quelques mois après, quand je m'en suis rendu compte, j'ai viré la moitié des clients, j'ai viré la moitié des équipes, et je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup plus, parce que j'avais un produit qui, d'une part, était beaucoup plus autonome, moi, à gérer, et en plus pour le client à délivrer, et que j'avais beaucoup plus de temps à réfléchir sur développer d'autres axes de mon agence. Et ce qui fait que j'ai pu, une fois que j'avais systémisé, processisé, si tu veux, cette offre-là, me concentrer sur le marketing, me concentrer sur le sales, quoi. Écoute, super intéressant. Donc, bien sûr, ce premier point du produit à travailler en amont si on est sur un lancement, parce que c'est ce qui va définir finalement notre capacité à scaler, à aller chercher, quand je dis à scaler, à aller chercher de la croissance, à se développer, extrêmement important. Et ces éléments-là vont nous permettre après de venir appuyer les autres points. Le prochain point, allez, on va l'appeler marketing, même si c'est très très large, la communication, le marketing, l'e-commerce, le digital, je sais pas comment tu veux l'appeler. Très large. Mais c'est ça, grosso modo, non?
Ouais, complètement. Moi, tu sais, je suis très bête. J'ai appelé le premier levier, c'est product, grosse architecture. Voilà, le deuxième, c'est marketing, grosse architecture. Le troisième, c'est sales, grosse architecture. Bon, c'est bête et méchant, c'est marketé, mais au moins, tu vois, les gens s'en rappellent un petit peu. Donc, si tu veux, moi, ce que j'appelle en effet le marketing grosse, ça porte sur différents challenges. Soit actuellement, bah, toi qui écoutes, tu peux avoir un faible trafic qui est qualifié. Donc, faible trafic déjà tout court, parce que des gens n'arrivent pas à capter l'attention. Et en plus, si tu arrives à capter l'attention, il peut être très peu qualifié comme trafic. C'est-à-dire qualifié dans le sens où il n'est pas du tout intéressé par acheter ton produit ou même par toi directement. Donc, premier challenge, et observer en fait dans votre boîte pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est l'incapacité à attirer des visiteurs pertinents et qualifiés sur les différentes plateformes, hein. Tu vois, typiquement, ça peut être les podcasts, ça peut être les réseaux sociaux, format long, format court, LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Qu'est-ce qui fait que mes concurrents attirent du trafic et qu'ils arrivent à le convertir? Mais on n'est même pas encore à la conversion de clients, c'est vraiment convertir ces visiteurs en prospects. Deuxième point, c'est conversion de ces visiteurs en prospects et de prospects après en clients. Le fait que souvent on n'arrive pas à convertir des visiteurs en prospects, c'est que soit on axe trop le branding, entre guillemets, bon c'est plus ton domaine que le mien, hein, Estelle, mais trop le branding sur le persona, entre guillemets, en négligeant la valeur, soit vouloir trop donner de valeur et négliger le persona, à qui bah, les gens, les prospects vont s'attacher. Moi c'était mon problème. Avant je faisais beaucoup de persona branding et puis les gens savaient pas ce que je faisais. Et puis après j'ai fait beaucoup de valeur et puis en fait les gens savaient pas qui j'étais. Donc maintenant, j'essaie de mixer les deux. Troisième point, c'est valeur de client faible. Difficulté à augmenter la valeur des clients à vie. La LTV en anglais, LTV, c'est le fait de pouvoir, en fait, par son marketing, et attirer ses prospects, et aussi inspirer ses clients actuels pour que par la suite, ils restent avec nous, qu'on continue de leur apporter de la valeur et qu'ils continuent, en l'occurrence, à nous acheter. Donc, dans ta boîte, regarde qu'est-ce qui fait que tes clients t'achètent, qu'est-ce qui fait qu'ils ne te rachètent pas. C'est simple, hein, ça passe par le fait de faire des formulaires de satisfaction, des questions, des entretiens avec eux. Et, Et et combien il dépense, c'est-à-dire c'est tout le cycle de la vie du client, c'est quoi son panier moyen et combien de paniers il va avoir tout au long de sa vie de client chez toi. En gros, combien il va dépenser au global chez toi sur tout le temps qu'il va passer chez toi. c'est ça. Et tu vois, il y a récemment un truc que j'ai fait sur un client. Il y avait quelques insatisfactions de clients qui partaient. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'entretien avec ces gens-là et on leur a dit qu'est-ce qui fait que tu partes? C'est simple comme question. Mais là, on a mis l'ego de côté. Je te dis qu'on a, Ouais, c'est on a dur, mis mais l'ego de côté. c'est ultra important, mais c'est dur. Ah ouais, complètement. Et puis au moins, là, tu peux pas avoir plus pertinent comme valeur que de savoir pourquoi quelqu'un part et pourquoi quelqu'un vient. Donc là, en l'occurrence, faut certes être content quand quelqu'un arrive, mais se remettre en question quand quelqu'un part aussi. Puis dernier point, c'est le coût d'acquisition client élevé. Alors, sans forcément parler de marketing payant, ads, etc. Moi, pour te dire, j'en ai jamais fait de marketing sales. J'engage des gens qui le font, pour moi si j'en ai besoin ou pour les clients, mais moi personnellement, j'en ai jamais fait. Mais pour moi, un client coûte cher quand j'ai passé beaucoup de temps en prospection, quand j'ai passé beaucoup de temps en création de contenu, et que finalement, je prends des appels et que ça convertit pas. Un prospect coûte cher, pardon. Donc voilà, ça c'est les 4 points à vérifier sur votre marketing. Donc le faible trafic qualifié. Qu'est-ce qui fait que j'en ai un faible? Pourquoi j'attire pas et qu'est-ce qui pourrait faire que j'attire plus? Conversion de visiteurs à prospects inefficace, dans quelle mesure je peux améliorer ça? Valeur client, durée à vie, et le coût d'acquisition élevé. Voilà, c'est les 4 Ok. points principaux. 4 points à checker. Si ça, s'il y a un problème sur un des points, bah, de fait, notre croissance, elle est entamée. Alors, soit elle est ralentie, soit elle est complètement cassée. Mais effectivement, si on attire plein de monde, mais que c'est pas les bonnes personnes, qu'on n'a pas de conversion derrière, bah, on aura travaillé pour rien. Si on attire des gens qui convertissent, mais qu'en fait, ils achètent un tout petit peu, un tout petit panier, puis ils s'en vont tout de suite après, bah, c'est peut-être bien. Mais alors là, il va falloir attirer énormément, énormément de monde avant de pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est effectivement des points ultra cruciaux à aller regarder, à analyser pour savoir si on fait correctement les choses et si on s'est orienté correctement. Donc ok, on a parlé du produit, on a parlé du marketing, après il y a la vente, la Ah, fameuse ma partie vente. préférée. Mais que beaucoup détestent, hein, bizarrement. Ouais, En fait, je pense que ce qui pose problème avec la vente, c'est le fait que on a l'image du loup de Wall Street qui t'appelle un dimanche à repas de famille et qui te demande de lui acheter ses droits d'action ou je ne sais quoi. Ouais. Pour moi, sur le côté vente, en plus, c'est vraiment là-dessus que j'ai le plus d'expertise, si tu veux, parce que j'ai été vendeur, après j'étais manager, et puis maintenant on fait du consulting là-dessus. C'est sur différents points. Il y en a 4 aussi, tu vois, j'en cité 4. De manière générale, sans parler des individus de manière individuelle, il y a le process global, général. Donc comment en fait on peut, tu te rappelles sur le marketing, attirer des visiteurs et les transformer en prospects. Et maintenant la question c'est ces prospects, donc prospect c'est quelqu'un qui montre de l'intérêt pour ce qu'on fait, comment on le convertit en client?
Et là, c'est la question que beaucoup se posent. Alors, est-ce que on fait une séquence email et on le contacte, on lui fait des appels à l'action durant l'email? Est-ce que on prend un commercial que je paye au fixe ou à la commission et qui va l'appeler directement par téléphone? Est-ce que je me déplace en physique chez mon client? Est-ce que je fais des événements? Est-ce que je fais des webinaires? En fait, il y a tellement de stratégies en ligne et de méthodes magiques qui sortent tous les jours, qu'on est un petit peu perdu sur le process de vente. Moi, je dis souvent aux gens qui se lancent, c'est vraiment, il faut que le cycle de vente soit le plus court possible, parce que le délai tu l'avances, et que ce soit les techniques avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise. Il y en a qui sont ultra à l'aise comme moi au téléphone, parce que moi j'en ai fait plein, je fais des centaines d'appels tous les jours pendant un moment. Donc moi, avoir quelqu'un au téléphone, je sais que je peux facilement le convertir de prospect à client. Maintenant, quelqu'un qui l'a jamais fait, alors je recommande quand même de le faire parce que c'est le moyen le plus rapide d'avoir un contact avec quelqu'un, d'avoir ses objections, d'avoir ses questions, d'avoir un retour, hein, sans forcément tourner ça en appel de vente, mais en tout cas des appels. Ça peut être aussi par email, hein, quelqu'un qui est très bon en copywriting, mais qui a plus l'habitude d'être derrière son ordinateur, à faire des systèmes, à faire des emails, etc. Moi je connais des gens qui font des milliers et des milliers d'euros que avec les emails et qui basent, beaucoup font ça, c'est pas une exception du tout. Je pense même que c'est l'inverse, que moins de personnes font des appels que des emails d'ailleurs. Mais voilà, d'abord en fonction des aspirations, mais toujours est-il que les étapes du processus de vente, si elles sont pas optimisées, ça ralentit nécessairement les conversions. Le deuxième point, c'est manque de leads qualifiés. Donc ça rejoint le marketing, on en parlait de CSTL avant le podcast. Moi j'ai séparé le marketing et la vente, mais c'est sensiblement lié. Le marketing, c'est l'entrée du tunnel, l'entrée de l'entonnoir, et la vente, c'est vraiment la clôture, si on veut, de l'entonnoir. Au début de l'entonnoir, il y a 200 prospects qui arrivent, à la fin, il en reste 10. C'est notre taux de conversion et ce sont nos clients, finalement. Donc la difficulté, en fait, à générer, c'est lié sensiblement au marketing, mais concernant la partie commerciale, pour y revenir, performance de l'équipe variable, moi j'ai mis ça, c'est que l'équipe de vente, soit vous, personnellement, si vous vendez, soit votre équipe, manque d'une part de formation, d'autre part de motivation, potentiellement de cohésion, et aussi et surtout d'un suivi efficace des ventes. Parce que, en général, en termes de statistiques, si tu as un taux de conversion, alors moi je parle vraiment du digital, hein. Je bosse aussi avec des franchises et des artisans, ça n'a rien à voir, mais pour donner un exemple dans le digital, sur de la vente de prestations de formation en ligne, tu peux avoir 20, 30, 40, 50% de conversion. Et en allant faire tes relances correctement, donc pour faire ça, il faut vraiment un système qui permette de suivre ça correctement, des CRM, etc., des systèmes de suivi, quoi. Tu peux aller chercher 20 à 30% de chiffre d'affaires supplémentaire sans pour autant avoir dépensé plus en pub. Et une grosse partie de l'argent qui est perdu par l'entreprise, c'est son marketing qui n'est pas traqué, qui n'est pas suivi. Donc on ne sait pas où on investit, on ne sait pas où on gagne de l'argent, donc on tâtonne, mais finalement on gagne jamais rien ou on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà. Et forcément, moi c'est comme ça que j'analyserai sur une entreprise ce qui fonctionne moins bien sur la partie sales, commerciale. J'aime beaucoup ton. Alors, effectivement, on en a parlé avant. Elle est où la limite entre marketing, sales? Bon, pour moi, je t'avoue que c'est une espèce de grand tout et il y a pas forcément toujours une limite, mais c'est très intéressant, effectivement, de se rappeler que l'un vient alimenter l'autre et qu'en fait, c'est véritablement important d'aller vraiment chercher la stratégie sur la profondeur. J'aime beaucoup. Je reprends tes points. J'aime beaucoup l'idée de se poser la question du processus de vente. Même si on se cache, comme moi je fais beaucoup, hein, même si on se cache derrière un écran, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire de la vente. Quand vous faites, quand vous faites un webinaire, quand vous faites de la vente par email, quand, si c'est en physique, vous faites un événement, un petit déjeuner, quelque chose pour faire venir vos prospects et leur proposer quelque chose à vendre, c'est de la vente aussi. C'est juste qu'il y a plein de façons différentes de vendre. Vendre, c'est pas nécessairement être un vendeur face à un acheteur et lui dire l'argumentaire, le fameux argumentaire dont on nous parlait en école de commerce. Tu vas avoir un super argumentaire avec tes points, tes bullet points et tes objections. C'est pas que ça. Bien sûr qu'on part de ça et que c'est une réflexion intéressante, mais c'est pas que ça. Il peut y avoir plein de modèles différents et c'est important de se poser sur son propre processus de vente. Parce qu'il y a plein de gens qui vendent, par exemple, par email, sans même avoir conscientisé qu'ils sont en train de vendre par email. Je trouve que c'est ultra intéressant de se poser sur le processus et de se demander, est-ce que le processus que j'ai choisi, c'est le processus, comme tu dis, qui me convient? Est-ce que moi, je vends par email? Est-ce que le copywriting, c'est une de mes compétences? Oui, non. Si la réponse est non, peut-être qu'il faut que je me fasse accompagner sur cette compétence copywriting ou peut-être qu'il faut que je change des choses. Mais c'est extrêmement important, en tout cas, d'aller verbaliser les choses, de se poser et de regarder quel est le processus de vente que j'ai choisi. Est-ce que c'est le bon par rapport à moi?
Oui, non, comment est-ce que je fais pour aller vers quelque chose qui va me correspondre ou avoir l'équipe qui va m'aider à le faire. Ensuite, tu nous as parlé des leads qualifiés. Bah oui, c'est bien joli de vendre des choses à des gens. Faut-il encore que ce soit des gens qui soient prêts à acheter ce qu'on a à vendre? Parce qu'on va jamais aller forcer, en tout cas c'est pas le but, on va pas aller forcer les gens à acheter. On n'est pas en train d'essayer d'arnaquer les gens. Sortez-vous de la tête, parce que je pense que c'est une idée un peu commune de se dire oh, le vendeur c'est un méchant, c'est quelqu'un qui essaye de nous obliger à de vendre, le marketeur aussi d'ailleurs, hein. Ah c'est des vilains, c'est le diable c'est le diable incarné, ils veulent nous vendre des trucs. Bah non, en fait ils veulent nous vendre des trucs. Non, vous voulez acheter. Évidemment qu'un vendeur ne va pas aller forcer qui que ce soit à acheter quoi que ce soit. L'idée, en tout cas moi c'est ma philosophie, c'est de dire qu'on va donner toutes les clés à la personne qui est en face de nous pour qu'elle puisse prendre sa décision d'achat. Et la décision d'achat, c'est j'achète ou j'achète pas. Et on a le droit de pas acheter. Il y a pas, la question n'est pas là. Mais en tout cas, si on a face à nous des gens qui sont ce qu'on appelle qualifiés, c'est-à-dire qui ont déjà fait ce chemin dans leur processus d'achat et qui sont prêts à se poser la question est-ce que je veux ce produit ou est-ce que je veux pas ce produit, eh ben là on a des leads qualifiés, ça va quand même être beaucoup plus simple. Ensuite, tu nous dis, eh ben, il va falloir avoir un certain suivi, aller regarder la performance de nos équipes. Bah oui, parce que c'est bien joli de vendre, etc., d'avoir peut-être une équipe avec soi ou même soi seul, hein. Si on regarde pas si on est bon et si on bosse bien, ça va être un petit peu compliqué de s'améliorer. Ça va être très Ça compliqué paraît tout même, ouais. simple, mais en fait, c'est quand même assez juste. Et puis, le suivi et l'analyse des ventes. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut traquer. Si on traque pas, on bosse dans le vide, on investit dans le vide et on investit potentiellement pas au bon endroit. Donc ça, vraiment, effectivement, super important. Donc, ce que tu nous dis, j'essaye de récapituler parce qu'on a déjà dit plein de trucs. Il y a 3 gros points. C'est pas les seuls, mais il y a 3 gros points. Premier point, si vous n'avez pas la croissance que vous voulez, c'est d'aller regarder votre produit. Est-ce que votre produit est bien conçu? Deuxième point, c'est d'aller regarder votre marketing. Est-ce que vous amenez les gens exactement là où vous voulez? Et troisième point, c'est votre process de vente, votre vente. Comment est-ce que vous allez convertir les gens? Tu as 3 autres points, Mathis, on va essayer de les passer un peu plus rapidement parce que moi je voulais absolument ces 3 points-là qui sont fondamentaux pour moi, puis le temps passe aussi. Mais tu as 3 autres points. Donc ton quatrième point, c'est d'aller regarder ce qui se passe avec nos clients et de faire attention à nos clients, c'est ça? Tout à fait. On a le produit qui est vendable, le marketing qui attire, le sales qui convertit, et maintenant on a des clients, on en a de plus en plus, tout fonctionne bien, c'est magnifique, mais on veut pas se cramer les ailes, avoir trop de clients et à pas savoir les délivrer. Donc l'objectif là-dessus, que je vais appeler moi service grosse architecture, je suis très américaine, je trouve un petit peu à la française. En gros, en français, c'est le SAV. C'est moins sexy, je trouve, mais bon, bref. Ouais, je suis Donc, d'accord. le SAV. Donc concrètement, sur le SAV, donc le suivi après-vente, mais en tout cas le suivi et la délivrabilité si on veut notre service ou notre produit, les points majeurs à checker de votre côté, c'est quoi? Voir si la qualité de mes services est consistante. À l'inverse, si elle n'est pas inconsistante. Dans le sens où si la qualité en fait de service varie, bah, des fois des clients vont être contents, des fois ils vont pas être contents, et finalement même nous on saura pas trop quoi penser de notre prestation. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû au manque d'automatisation, de processus, sans forcément parler d'informatique, hein, quand je dis automatisation. C'est simplement quand j'ai un client, qu'est-ce qu'il doit faire? Contrat signé, paiement, onboarding, et comment fluidifier, si tu veux, cet onboarding. Je crois que j'ai vu une stat de je sais plus qui disait que 60% de l'expérience client résidait dans l'onboarding. Si tu rates ton onboarding, c'est ta première impression, t'es cramé, t'as beau avoir plein de valeurs à lui délivrer derrière, ça fonctionnera pas. Donc 60%, c'est vraiment sur comment je peux fluidifier, accélérer et rassurer mon client quand il vient de passer à l'acte d'achat, qu'il vient de dépenser, même si c'est 50 ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, c'est comment je peux rassurer dès le début et faire en sorte qu'il soit bien onboardé. Durant la prestation derrière, c'est bah, j'ai les équipes à gérer, ou même si moi je suis tout seul ou toute seule, comment je fais en sorte de suivre mon client, de montrer que je suis proactif sans pour autant moi me cramer mon temps et être salarié de mon client. C'est ça le challenge aussi, c'est-à-dire salarié dans le sens où je vais dépendre de lui et je vais être ultra disponible, voire trop disponible pour lui, et que finalement au bout de 5 clients, je peux plus en prendre parce que je suis trop sous l'eau. Processus en interne inefficace, c'est clairement lié à ça. Et puis après, évidemment, hein, si on veut conserver une bonne communication, une bonne fidélisation avec nos clients, il faut s'assurer derrière qu'on puisse leur donner toutes les clés pour qu'ils soient satisfaits et fidélisés.
Et ça passe en effet par des systèmes de gamification si on fait de la formation, donc le fait de donner des cadeaux à chaque étape parcourue, le fait de se rencontrer en physique, le fait d'individualiser si tu veux le truc. Mais moi je suis partisan de dire que, mais c'est ma vision, il y en a qui vont dire le contraire et penser le contraire et m'insulter, c'est que moi si je veux que mon client soit content, vous pouvez m'insulter, je vous vois pas de toute façon. Enfin moi ma manière de fonctionner c'est pour que mon client soit content, je dois avoir processisé, automatisé 80% de ce que je dois faire avec lui. Tout doit être prêt. Et je garde 20% d'inconnu pour le côté personnalisé, individuel et m'adapter à l'énergie de la personne. Mais 80%, moi, pour être assuré et pour que mon client ait des résultats, dans mon domaine en tout cas, c'est ce que je fais. Donc là, le custom service, ça porte réellement là-dessus sur maintenant que j'ai un produit qui fonctionne, un marketing qui attire des clients et une partie sales qui convertit des prospects en clients, comment je fais en sorte de pouvoir accueillir plus de clients tout en gardant la satisfaction client. J'adore. Moi, j'aime bien ton idée, effectivement, d'être prêt à 80%, d'avoir tout bien préparé. Moi, je suis un petit peu contrôle fric comme ça, donc j'aime bien que les choses soient un peu carrées. Mais de garder ce 20% de disponibilité. En fait, c'est pas de garder du point d'interrogation, c'est en fait de se dire, il faut que je garde du temps en plus parce que je veux pouvoir répondre à la question à laquelle j'avais pas pensé de mon Oh, client, au problème qui tombe de nulle part, au Covid qui arrive, paf, on ne peut pas le prévoir. Et ben ça, d'avoir de la disponibilité, moi, c'est quelque chose que je fais, je vais te dire, même dans mon agenda. Je refuse de remplir entièrement mon agenda parce que c'est pas vrai, il y a toujours des trucs auxquels t'as pas pensé. Donc j'aime bien cette idée de garder les 20%. Donc ok, ton quatrième point sur la croissance, c'est bien d'aller regarder ce qui se passe avec nos clients et grosso modo de s'assurer que tout ce qu'on fait, on le fait bien, correctement, bien préparé, bien organisé pour notre client. Une fois que j'ai fait tout ça, Mathis, si j'ai tout checké, j'ai un modèle qui fonctionne, je suis dans la croissance, mais si j'ai mis ça en place et que je vais aller chercher encore plus de croissance, est-ce que tu as un truc à me donner? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? je vais répondre par une question. Posez-la vous, pardon. À votre avis, j'ai combien de cerveaux? Oula, t'as combien de cerveaux? J'espère que t'en as un, J'en ai c'est déjà pas j'en mal. ai un et j'en ai un seul. Donc l'idée après quand on a un process qui fonctionne, il y a différents modèles d'ascension, moi j'appelle ça, de diversification si on veut. Soit en fait on va aller chercher d'autres cerveaux entre guillemets sur un autre marché géographique, sur un autre marché de langue, on a des clients qui étaient sur le marché français, qui ont voulu partir sur le marché anglophone, etc. Et après, d'autres cerveaux, c'est ce qui a inspiré ça, c'est vraiment mon expérience quand je suis rentré en France parce que j'ai habité longtemps à l'étranger et que j'ai travaillé avec des franchises. Le modèle de franchise, c'est quoi? J'ai un produit, j'ai un marketing, j'ai un sales qui fonctionne, j'ai un custom service qui fonctionne aussi. Sauf que moi, dans ma journée, j'ai 24 heures et encore, j'aimerais bien passer du temps à kiffer ma vie aussi. Sauf qu'il y a des gens qui, eux, aimeraient bien avoir ce produit, ce marketing, ce sales, ce custom service. Et le fait de franchiser, si on veut, nos process, franchiser, peu importe les licences de marque, c'est pas la question juridique, c'est de revendre un process qui fonctionne, vous permet, vous, de gagner de l'argent de cette manière-là, et potentiellement, tous les mois, d'avoir des rétributions par rapport à ce sur quoi vous avez bossé depuis des mois, voire des années. Donc le système de franchise, c'est un modèle que j'ai appelé d'ascension. Donc pour ça, il faut vraiment être déjà bien en place sur tout le reste. Mais il y a des modèles de diversification comme celui-ci qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent sans pour autant travailler beaucoup plus. Ouais, j'aime bien cette idée. En fait, l'idée là, c'est de se dire, on va prendre le modèle qu'on a construit et on va aller le dupliquer. Soit je vais aller le dupliquer sur une autre zone géographique. Par exemple, je travaille avec la France, et ben je vais aller faire exactement la même chose, mais en Italie, pourquoi pas, en Chine. Enfin, après, tu déclines sur tous les pays que tu veux ou les régions que tu veux, peu importe. Soit tu te dis, je vais aller le dupliquer pour donner le bébé à quelqu'un d'autre en disant, ben moi j'ai un process qui fonctionne avec un produit, une communication, une vente, etc. qui fonctionne. Je te donne le bébé. Pouf, regarde, tu le fais, mais c'est toi qui fais, c'est toi qui gères l'opérationnel. En revanche, tu vas me rétribuer financièrement parce que je t'ai donné le process, je t'ai donné tout le système. Et ça, évidemment, c'est la franchise. Donc là, effectivement, c'est un moyen, enfin c'est deux moyens d'aller développer notre entreprise outre mesure pour aller encore chercher de la croissance additionnelle. Le problème que j'ai, Mathis, pardon, hein, mais là, tu nous emmènes loin, tu vois, quand on est sur, ok, je développe ma boîte, après je vais aller développer en Chine, en Italie, et je sais pas où, et puis en plus je vais faire des franchises, et puis les franchises, on va les mettre en Italie, en Chine, et je sais pas où. Ça commence à faire du monde, tout ça. Je m'en sors tout seul, comment je fais, dis-moi? La question est un petit peu rhétorique. Moi, personnellement, j'ai essayé, ça marche pas. En tout cas, la Chine. Non, je rigole. En fait, l'idée du dernier modèle de croissance, c'est justement ça, hein. C'est le sixième modèle, ça s'appelle Strategic Growth Architecture. C'est un modèle où on ne va pas forcément créer de nouveaux process, implémenter de nouveaux process encore une fois, mais c'est faire un petit pas, non pas en arrière, mais faire un pas vers derrière justement, faire une pause entre guillemets, et regarder tout ce qu'on a. Sur la partie production,
qu'est-ce qu'on a mis en place? Potentiellement, il y a bah, un système qui permet d'apporter tel résultat à notre client. Je vais me poser la question, qui est-ce que je peux recruter pour que je puisse mettre en place des personnes à l'intérieur de ce pôle-là et qu'après je mette même en place quelqu'un qui va gérer ce pôle-là, donc des chefs de pôle entre guillemets. Et je vais faire ça pour tous les modèles de croissance. La partie production, bon, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va gérer la relation avec les clients? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui fait les sites internet, de quelqu'un qui, je sais pas, en fonction de ce que vous faites dans votre prestation, de quelqu'un qui va opérer, entre guillemets, en tout cas. Donc, je vais cibler vraiment toutes les personnes qui vont opérer, soit à ma place, soit que je peux optimiser en termes de prestations. Et après, je vais recruter un manager de pôle, quelqu'un qui va gérer ce pôle-là. Je vais faire pareil sur la partie marketing, quelqu'un qui est responsable du marketing global de la boîte, qui gère les réseaux sociaux, qui gère les photographes, qui gère les vidéastes, qui gère les prestataires, qui gère l'email copywriting, etc. Je vais faire pareil sur la partie commerciale, je vais recruter un directeur commercial, donc un head of sales qui va gérer la partie prospecteurs, commerciaux, les différents postes en fait par rapport à ça. Et je vais faire ça pour aussi le service client, avec quelqu'un qui va gérer la relation client, gérer la satisfaction. Et finalement, le dernier modèle de croissance, c'est qu'une fois qu'on a tout fait nous-mêmes et qu'on a évidemment auparavant commencé à déléguer, c'est refaire un point, une grosse carte mentale sur, il y a toutes ces tâches-là qu'on a dans la boîte, comment je peux faire en sorte, moi, en tant que dirigeant, en tant que CEO de l'agence, de sortir complètement de l'opérationnel, donc déjà de ne même plus m'adresser aux clients, enfin ça voilà, c'est en fonction de la vision, hein, je précise, en fonction de ce que vous voulez faire, de même plus m'adresser aux clients et à toutes les équipes, mais uniquement de pouvoir, si je le souhaite, m'adresser que aux managers des différents pôles. Ce qui fait que mon temps est mieux investi en tant que dirigeant, entre guillemets, et que ça me permet de dupliquer ça sur d'autres business, d'avoir d'autres business. Moi, à côté, je fais de l'immobilier, je peux pas passer mon temps à tout faire. Même si j'adore parler aux clients, au moins là, j'ai le choix que si j'ai autre chose à faire, je suis pas obligé de m'occuper d'eux. Ils sont très bien lotis avec mon équipe. Ouais, c'est vraiment l'idée de passer à l'entreprise structurée, c'est-à-dire C'est ça. la grosse entreprise qu'on connaît avec son organigramme et les différents pôles, et à chaque fois une vision pyramidale dans chacun des pôles pour avoir le moins d'intervenants possible à qui une seule personne doit avoir à parler de façon à être le plus efficace possible. Ok, écoute Mathis, là, je vais essayer de résumer. Alors, je vais pas rentrer dans tous les points parce qu'il y en a beaucoup des points, mais je vais essayer de résumer. Moi, j'adore cet épisode parce que c'est un épisode qui nous permet de nous poser sur notre boîte, de nous dire, attends, j'ai pas la croissance que je veux. Je pense qu'on est 99% à pas avoir la croissance qu'on veut. J'ai pas la croissance que je veux. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. J'ai pas la croissance que je veux. Comment est-ce que je fais pour voir ce qui ne fonctionne pas parfaitement, peut-être que ça fonctionne, mais pas parfaitement, en tout cas pas assez bien pour avoir cette fameuse croissance. Donc, j'essaye de reprendre tes différents modèles Mathis en 2 minutes. Le premier modèle, le premier point à aller regarder, c'est notre produit. C'est d'aller regarder ce qu'on offre, ce qu'on propose à nos clients. Est-ce qu'on est différencié? Est-ce qu'on a un modèle qui nous permet d'aller chercher de la croissance? Est-ce qu'on a un modèle qui nous permet de créer de l'adoption client? Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on a un positionnement qui nous est spécifique? Ensuite, on va aller regarder le marketing, la communication, la conversion. Qu'est-ce qu'on va regarder? Notre trafic. Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est trop faible? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? La conversion. Comment est-ce que je vais passer de l'audience au prospect? La valeur client, la LTV. Combien un client va dépenser chez moi tout au long de sa vie? Et bien évidemment, le coût d'acquisition n'étant pas que du coût pub, mais du temps passé, la ressource en fait que ce client nous a coûté. Une fois qu'on a fait ce travail marketing, on va aller regarder les ventes. Et les ventes, on va commencer par regarder notre processus de vente. Et bien être conscient de quel est le processus de vente qu'on a choisi et ce qu'il nous convient. Ensuite, on va aller regarder si nos leads sont suffisamment qualifiés, parce qu'on ne peut pas vendre si les leads ne sont pas qualifiés. Ensuite, on va aller regarder la performance de nos équipes de vente, que ce soit nous-mêmes seuls ou toute une équipe. Et puis, on va aller travailler le suivi, l'analyse des datas pour voir où est-ce qu'on investit et si on investit correctement. Le 4e pilier, c'est le Customer Success. Moi, j'aime beaucoup ce pilier-là parce que sans client, c'est quand même un petit peu difficile d'aller travailler. C'est quand même mieux de faire en sorte que ça se passe bien avec eux. Donc, on va aller regarder la qualité de nos services. On va regarder la communication qu'on a avec nos clients. On va aller regarder nos process et on va regarder, bien sûr, la fameuse satisfaction client. Puisque tu nous dis après, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, normalement, on a déjà une belle croissance. Mais bon, il y a un moment donné, peut-être que cette croissance, on arrive à une espèce de plateau.
Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut aller décliner les choses tout simplement, c'est-à-dire soit décliner d'un point de vue géographique, on prend la même chose, pouf, on le refait ailleurs, soit le décliner en disant, j'ai un modèle et je te propose ce modèle et tu me rémunères en contrepartie de ce modèle, c'est la franchise. Et puis on arrive à ton 6e pilier de la croissance. Là, c'est quand on a déjà vraiment très bien fait les choses et on se retrouve avec trop de boulot finalement. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. On veut récupérer un petit peu son temps peut-être pour aller monter d'autres boîtes, peut-être pour aller faire autre chose. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut se poser, regarder un tout petit peu, un pas en arrière pour aller structurer nos équipes de façon à pouvoir récupérer un petit peu sa vie et pouvoir aller peut-être monter d'autres entreprises sur d'autres secteurs. Est-ce que ça te va, Mathis, comme résumé? C'est même pas que ça me va, c'est que si tu cherches du travail, je t'engage comme commercial. Voilà, tu vois, après le marketing, boum, ça y est, je viens sur le commercial. Merci infiniment, Mathis, d'avoir partagé avec nous tes 6 piliers de la croissance. J'adore cet épisode, je trouve que c'est vraiment, il va nous permettre d'aller cocher, tu vois, de prendre la liste et d'aller cocher les cases. Est-ce que j'ai bien fait mon boulot pour aller chercher de la croissance? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te poser des questions, si on veut peut-être travailler avec toi? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te joindre? Déjà, merci pour l'invitation. Vous pouvez écouter Estelle avec Abus, parce que même moi, j'écoute ses podcasts et c'est de la grande valeur. Si vous voulez échanger, discuter ou consommer ce qu'on fait, je suis sur LinkedIn, Mathis Cover, donc j'imagine qu'on mettra le lien. Je suis assez accessible, hein, j'ai des setters, mais quand c'est quelqu'un qui vient, je regarde moi les messages, bref, je suis très disponible là-dessus. Si vous voulez regarder des vidéos plus stratégie, process, comment justement mettre en place tout ce qu'on a vu, il y a YouTube aussi que je lance. J'aime beaucoup ce format parce que c'est un format long, un petit peu comme ce podcast-là, et ça vous permettra de voir dans le détail. Moi, je suis partisan du give, give, give until they ask, donc je vous contacterai jamais sur YouTube. Vous verrez que sur YouTube, il y a des vidéos stratégie, une prise de rendez-vous à la fin si vous le souhaitez, mais en tout cas, tout est gratuit. Donc, c'est les 2 canaux sur lesquels vous pouvez me joindre et j'ai hâte de vous parler. Merci pour votre écoute et merci encore Estelle pour l'invitation. Merci à toi, Mathis. Évidemment, je mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Mathis, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Un grand merci, Mathis, d'avoir partagé avec nous ta liste d'éléments à valider pour aller chercher de la croissance. C'est vraiment l'un des sujets, je dirais, primordiaux d'aller analyser notre travail et d'aller regarder ce qu'on peut faire pour le faire mieux, pour avancer plus fort, plus vite, plutôt qu'aller essayer la nouvelle stratégie qui brille et qui est jolie. Commençons par regarder ce qu'on fait et où est-ce qu'on pourrait mieux faire pour aller chercher plus loin. Tu nous as donné tellement d'infos, Mathis, tellement de choses à valider, à checker, que j'en ai créé une checklist pour que chacun puisse aller vérifier et aller trouver son prochain relais de croissance. Pour télécharger la checklist, comme d'habitude, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 257. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, dénicher cette pépite de croissance qui va vous permettre d'aller un cran plus loin. Je vous dis à très vite.